Citoyens, citoyennes, bonjour. Mon nom est Gilles Laporte, je suis historien et je suis très honoré de participer à vos assises du plan destiné à se réapproprier les outils de notre développement collectif et à replacer l'individu au cœur de la cité et de nos actions politiques. En tant qu'historien du 19e siècle québécois, je crois que je peut être opportun dans la mesure où je vais vous parler de deux cas intéressants, mal compris généralement, qui représentent deux espèces de rapports à la citoyenneté. Chacun à leur manière, Lord Durham et Louis-Joseph Papineau, l'un représentant de l'Empire britannique, l'autre chef du Parti canadien puis chef des Patriotes, incarnation de l'idéal républicain, représentent deux visions légitimes de la citoyenneté. Deux propositions qui vont être faites au peuple québécois au milieu du 19e siècle et entre lesquelles ils vont avoir à choisir. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'aléas historiques, mais essayons d'abord de rétablir la perspective impériale telle qu'incarnée par Lord Durham. On le sait, la plupart des peuples de la Terre ont vécu à un jour ou l'autre l'impact de la colonisation. De l'Empire britannique, de l'Empire français ou ici de l'Empire espagnol. Or, on oublie trop souvent que Haïtiens, Africains ou Asiatiques, s'ils partagent un même fardeau colonial, ont eu à faire face à des impérialismes fort différents. On pense spontanément à celui incarné par l'Espagne, véritable entreprise d'acculturation visant à extirper toute forme de paganisme et remplacer donc les usages, notamment en Amérique, par des usages strictement européens, chrétiens, catholiques, au prix de dévastation sans nom qui ont laissé ces peuples-là profondément blessés encore de nos jours. On pense aussi à la colonisation hollandaise, notamment, un peu partout, mais notamment en Indonésie, où ils mirent en culture les fameuses épices, créant des régimes despotiques très durs, notamment dans les îles de Bornéo, à Singapour et à Java. La colonisation française, bien sûr, évitons les clichés, présente la caractéristique d'avoir souhaité, assimiler les peuples colonisés. On pense à l'Afrique française, par exemple, où l'usage de cette langue fut largement répandu. Au Québec, ça passait notamment par le désir, peut-être puéril au départ, mais d'assimiler les peuples autochtones à la civilisation européenne afin de combler le fameux rêve de Champlain, vous savez, vos filles épouseront nos fils qui formeront un nouveau peuple. En attendant, ce furent missionnaires, ce furent entreprises aussi de collaboration au plan militaire, où cette fameuse image que vous connaissez, le milicien de 1701, un Européen, mais attifé des attributs autochtones, pour ne pas les nommer, raquette, vareuse, canadienne, ceinture fléchée et pipe au bec. La colonisation britannique est très, très différente. D'abord, rappelons la pérennité et remarquable de cet empire qui s'étend sur près de 4 siècles, qui fut aussi certainement le plus vaste, de l'Inde en passant par l'Afrique, en passant par le Canada et dans les Caraïbes. La Grande-Bretagne met en place un système colonial différent, dont on va détailler les formes dans quelques instants, qui se caractérise en gros par une exploitation commerciale et économique des ressources, mais en laissant le plus clair du temps les peuples autochtones vivent selon leurs us et coutumes. Ils vont le faire en Australie, en Inde, en Afrique du Sud, où, par exemple, vous verrez pas chez les peuples Zoulous ou Otonto de traces de la culture britannique. Pensez à l'Inde, qui fut une colonie britannique pendant 3 siècles, et où pourtant ils n'ont pas réussi à répandre l'usage de la cup of tea, du chapeau melon et encore moins du parapluie. Je blague à peine pour mentionner le fait que la colonisation britannique présente dès le départ ce caractère remarquable d'avoir en somme très tôt nourri le principe du multiculturalisme, c'est-à-dire l'asservissement économique à l'Empire, et en échange, la folklorisation ou le maintien artificiel des structures traditionnelles des sociétés colonisées. On l'a d'une certaine mesure dans ce fameux tableau de Benjamin West que vous connaissez, la fameuse bataille des plaines d'Abraham et la mort de James Wolfe. On est en septembre 1759 et déjà on voit les canons du multiculturalisme s'exprimer. Autour du général mort, on retrouve ses officiers bien sûr, mais en bleu, un mercenaire allemand, bien sûr des Rangers américains en vert à gauche, mais aussi un autochtone, un Iroquois, qui représente en somme la diversité naissante de l'Empire britannique. Au fond, on voit bien sûr se sauver vaguement des soldats français. Mais il y a un personnage qui manque. Ce personnage qui manque, couramment absent,
Pourtant, c'est l'hôte de cette bataille. On est à Québec et il n'y a pas de Canadiens ou de Canadiens français. Parce que très tôt, en somme, ils sont considérés comme quantité négligeable. D'ailleurs, Durham, au début du rapport qu'il écrit en 1839, conclut l'affaire assez rapidement. Il n'entretient aucun doute que le caractère national qui doit être donné au Bas-Canada, c'est le Québec de l'époque, ce doit être celui de l'Empire britannique, celui de la majorité de la population de l'Amérique britannique, celui de la race supérieure qui doit, à une époque prochaine, dominer sur tout le continent de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, dans la perspective du colonisateur, le sort de l'Amérique du Nord est aussi scellé. L'Amérique du Nord britannique, comme on l'appelle à ce moment-là, n'aura pour vocation historique que de fournir des ressources à la métropole britannique. Historiquement, ce fut le poisson, on pense à la morue par exemple, la fourrure, le bois, c'est bien connu, mais de nos jours, ce serait par exemple la potasse et le pétrole des sables bitumineux de l'Ouest, qu'ils soient acheminés par bateau, par péniche, par les rivières, par autoroutes, chemin de fer, de nos jours oléoducs ou gazoducs. L'Amérique britannique du Nord doit être une voie par laquelle l'Empire britannique ou l'Empire en général va s'approvisionner en ressources. Dans ce vaste plan britannique, un seul endroit fait peut-être un peu problème, c'est la vallée du Saint-Laurent, peuplée depuis la conquête par une 100 000 Canadiens français attachés au fleuve, à leurs usages français et à la religion catholique. Pour Durham, ils sont quantité négligeable, on va y revenir. En attendant, l'Empire aménage sa révolution industrielle et fait de sa colonie un camp de base où une bourgeoisie britannique, là c'est bien connu, les Peter McGill, les George Moffat, les John Molson vont aménager donc les voies de transport et mettre en valeur les ressources en utilisant parfois la population autochtone. On pense bien sûr par exemple au fameux camp de bûcherons où ont travaillé des dizaines de milliers d'anonymes oubliés de l'histoire aujourd'hui, qui dans des conditions de travail très très pénibles ont permis l'enrichissement de l'Empire britannique en l'approvisionnant notamment en bois durant plus d'un siècle. Or, cette société-là a vécu une véritable, décapitation lors de la conquête de 1760. Rappelons que le Québec est une société qui est anciennement colonisée, c'est-à-dire qu'elle a connu une colonisation française avant une colonisation britannique. De ce fait, il y avait déjà les ferments d'un régime inéquitable entre une grande bourgeoisie aristocrate au sommet de la pyramide sociale et un peuple composé d'artisans, de fermiers et de coureurs des bois. La conquête a rompu l'unité culturelle, disons, française de cet ensemble-là et a greffé à la place qu'on pourrait appeler, en somme, une tête anglaise. C'est-à-dire que cette nouvelle élite, désormais formée d'administrateurs et de marchands anglais, se trouve à chapeauter une société qui est demeurée française et catholique. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce que ça a donné dans plusieurs autres colonies à la même époque. Pensons à l'Afrique, en Haïti, aux Caraïbes en général. C'est-à-dire qu'il y a eu superposition d'une classe de créoles qui est à la fois socialement et ethniquement différente du groupe majoritaire. En quoi cela pose-t-il problème? Après tout, on peut décider chacun de faire les choses de son côté, le peuple pauvre du sien, la bourgeoisie riche de l'autre. Mais la réalité, c'est que seule cette tête anglaise est en mesure à cette époque d'entretenir des liens avec le pouvoir politique, avec le commerce international et même avec la culture. C'est-à-dire que, par exemple, si un notaire canadien-français souhaite obtenir un livre ou de la poésie française, il doit ironiquement passer, en tout cas, c'est ça à l'époque des patriotes, par un marchand anglais qui le fait venir pour lui. Ça crée une médiation absolument insoutenable pour ce peuple, qui se retrouve dans un étau. On appelle généralement, c'est ainsi qu'Aimé Césaire l'emploie, on appelle cette mentalité-là une mentalité de coloniser. Une mentalité de coloniser, c'est là où, en somme, une élite, dans ce cas-ci canadienne-française, se trouve coincée. Elle doit choisir entre soit se refermer sur elle pour conserver ses usages, soit accepter de céder à l'envahisseur et de s'assimiler à sa culture pour pouvoir participer au concert des nations et à la vie internationale. Cette espèce de dilemme entre une collaboration des élites, c'est ça on va assister, l'élite coloniale, seigneuriale notamment ou cléricale, va accepter de collaborer. En échange, on accepte une folklorisation de la nation, c'est-à-dire un refermement des usages, des traditions autour des vieilles traditions de l'ancien régime français, à condition, bien sûr, de collaborer, en somme, avec l'occupant. Cette dualité-là, elle va avoir de profondes conséquences sur la façon par laquelle les Québécois se perçoivent, même encore de nos jours.
Alors, comme on le voit, la Grande-Bretagne ne se comporte pas différemment d'un autre envahisseur jusqu'ici. Elle envisage dans la colonie comme un réservoir de ressources naturelles destiné à enrichir la métropole, où les Autochtones doivent en gros servir de main-d'œuvre pour acheminer ces ressources. Mais elle présente la caractéristique qui va avoir d'importance de proposer, en somme, un pacte social avec les élites locales. En échange de votre collaboration, on accepte que vous maintieniez les éléments structurants de votre culture. C'est le fameux Acte de Québec, par exemple, où on va accepter que le français comme langue et la religion catholique comme religion soient reconnus, à tout le moins tolérés. Or, Durham va plus loin. Au milieu du 19e siècle, on est même prêt à envisager un pacte par lequel la Grande-Bretagne pourrait même se retirer des affaires afin d'entraîner des économies, notamment sur l'administration. Il écrit dans son fameux rapport: la forme de gouvernement, la réglementation et les relations extérieures et du commerce avec la mère patrie, les autres colonies britanniques et la nation étrangère, les concessions des terres publiques, voilà les seuls points que la mère patrie a besoin de contrôler. C'est avec cette citation-là qu'on tire le fameux gouvernement responsable. Pour Durham, l'exploitation économique et commerciale de la colonie est tout à fait compatible avec une forme de souveraineté de la colonie, c'est-à-dire qu'elle s'occupe elle-même de ses affaires, le commerce et l'industrie aux mains de l'Empire, la société laissée aux coutumes locales. C'est à la source de ce phénomène qu'on va retrouver donc le principe de self-government, de Commonwealth, mais aussi de multiculturalisme. Pour Durham et ses suivants, l'Amérique du Nord doit cependant être aménagée en vue de faire face à un grand péril, c'est-à-dire la montée de la République américaine. Si au départ l'Amérique du Nord suivait une logique géographique, la Nouvelle-France sur l'axe du fleuve Saint-Laurent et du Mississippi, les colonies britanniques autour de la baie d'Hudson et de l'Atlantique, très tôt les traités et les guerres, notamment entre la Grande-Bretagne et la France, puis contre les États-Unis, vont mener à un réaménagement de l'Amérique du Nord. L'Amérique britannique voit son destin menacé par la Révolution américaine, ce qui fait en sorte que la protection de l'Empire britannique pourrait même être une certaine mesure contrebalancée l'influence prépondérante et croissante des États-Unis sur le continent américain. Ce que veut dire Durham, c'est qu'accorder la souveraineté au Canada pourrait même renforcer la place de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord en plaçant un glacis au nord afin de relier notamment le Pacifique et l'Atlantique et de pouvoir faire un pont ensemble sur l'Empire britannique. La vision de Durham n'est pas futile, parce que au moment de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, au moment de la naissance du Canada, les États-Unis forment une grande puissance en montée vertigineuse. Je vous montre en guise d'exemple quel est l'état du réseau ferroviaire de train au moment où le Canada décide de se fédérer. À ce moment-là, le réseau de chemin de fer américain dépasse les 10 000 kilomètres et va s'étendre à partir de 1869 jusqu'au Pacifique par le fameux transcontinental reliant New York à Buffalo, à Chicago, à Omaha, Des Moines, Salt Lake City et San Francisco. À ce moment-là, l'Empire britannique voit clairement comme une menace l'expansion des États-Unis et décide de riposter. Si on regarde le réseau ferroviaire canadien, fait en grande partie des capitaux britanniques vers 1910, on voit très clairement que ce tracé-là suit une logique de rivalité. Rivalité pour, bien sûr, une course vers l'ouest, vers le Pacifique. Ça a eu une telle conséquence sur la suite au niveau géopolitique qu'on va bien sûr retrouver derrière ce réseau ferroviaire les frontières actuelles de l'Amérique du Nord, cette frontière si singulière là qui s'explique très très largement par la rivalité entre l'Empire britannique et les États-Unis afin d'occuper coûte que coûte les terres de l'Ouest pour relier l'Empire britannique à l'océan Pacifique par la Colombie-Britannique. On le voit, écoutez, cette image-là est remarquable. Il s'agit du tout premier timbre-poste produit par Poste Canada. Et oui, la Poste canadienne célèbre d'abord et avant tout l'Empire britannique. Je vous lis l'adage: We hold a vaster empire that has been. Nous détenons le plus vaste empire qui n'a jamais existé. Au-delà du fait que le nous est tout à fait, en somme, l'idée d'appartenance à une citoyenneté impériale. Une citoyenneté impériale gonflée d'orgueil et qui ne se limite pas au Canada. On voit bien sûr que le Canada y occupe une place centrale et en géopolitique, on voit très clairement que les intérêts de la Grande-Bretagne se trouveraient confortés par un Canada fort en Amérique du Nord afin notamment de relier par chemin de fer éventuellement Londres avec Sydney en Australie en quelques semaines seulement par bateau et par train. Cette politique
la Grande-Bretagne va y tenir coûte que coûte au moins jusqu'aux guerres mondiales. Et c'est encore aujourd'hui la vision qu'on a du Canada dans l'ensemble occidental comme un pont tendu entre l'Europe et l'Océanie blanche. D'ailleurs, pour ces pères de la Confédération de 1867, l'affaire est conclue. Vous les voyez un peu là-dessus, là, D'Arcy McGee, Georges-Étienne Cartier et assis John A. Macdonald. Ils n'ont rien de révolutionnaire, ils n'ont rien de Che Guevara, ils n'ont rien de René Lévesque. Leur dernière idée, c'est que le Canada devienne un pays indépendant. Pour eux, la Confédération est un réaménagement de l'Empire britannique. À preuve, peut-être le connaissez-vous, mais c'est très mal connu des Canadiens et des Québécois. Voici le fameux préambule de la Constitution de 1867 qui a été reproduit dans celle de 1982. Je vous le lis. Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une union fédérale pour ne former qu'une seule et même puissance, sous la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Ouf, deux choses jusqu'ici. Notez le rapport, contracter une union fédérale. On est en pleine métaphore du mariage, le mariage amoureux, le mariage victorien de 1867. Mais en même temps, il y a le fort ancrage sur la Grande-Bretagne. Le but du Canada, c'est d'imiter la Grande-Bretagne, c'est de faire comme la Grande-Bretagne. Et comme si les pères de la Confédération voulaient nous rassurer, ils ajoutent « Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire britannique. » Bref, l'affaire est entendue. Le Canada de 1867 n'est pas une déclaration d'indépendance. C'est purement et simplement un réaménagement, voire un renforcement du lien colonial, afin donc que l'Amérique britannique demeure tendue entre deux océans, le ferment le plus solide de l'Empire britannique. Mais en ce qui a trait aux populations qui y habitent, on pense aux Canadiens français, aux Métis, aux Autochtones, tout ça est encore objet de discussion et de réflexion théorique. Parce que pour l'Empire britannique, elle représente bien sûr la supériorité morale. C'est un empire qui est vaste, un empire prospère, mais c'est aussi un empire généreux et tolérant. À preuve, cette carte incroyable de 1924, représentant au centre Albion, symbolisant la Grande-Bretagne, et tous les peuples qui vivent heureux sous sa souveraineté, de gauche à droite, on y voit des papous de Nouvelle-Guinée avec son sympathique kangourou. On y voit des chasseurs de tigres en Inde, des créoles des Caraïbes, tout ce monde-là heureux dans la souveraineté britannique avec leurs costumes folkloriques. Il y a des Indiens là-dedans et il y a bien sûr des Canadiens français. Mais où au juste? Écoutez, au moment de faire des Canadiens français, on arrive à faire un moine tonsuré. Imaginez là un faiseur de fromage de Oka ou de Saint-Benoît-du-Lac. C'est vous dire combien le multiculturalisme comme idéologie, lors de sa fondation, donne dans le plus pur cliché. Et qu'il est, en somme, une manière pour les Britanniques, d'abord et avant tout, de célébrer leur supériorité morale, de montrer que nous tolérons les usages, les coutumes, les religions, et que ça fait de nous des êtres culturellement supérieurs. Ça se voit notamment par les foires impériales qu'on organise tout le long du 20e siècle. Les foires qui ont lieu à Londres ou à Brighton présentent les peuples de l'Empire, toujours dans leurs habits folkloriques. On y présente des Sikhs, des Tonkinois, des Amérindiens, des Africains, afin de montrer en somme que l'Empire britannique sait reconnaître la différence avec un certain dédain, soit, mais tout en tolérant ces formes d'acculturation. Cette image-là peut vous paraître choquante. Elle a été prise en 2018 au Vatuulu, une colonie britannique de la Micronésie. Alors, on y voit le prince Andrew, l'héritier de la couronne anglaise, qui participe au rituel de la chaise de porteur. Bon, regardez bien le visage de Andrew. Vous pouvez y voir, si vous voulez, du dédain colonial, de la supériorité morale. Mais ce que j'y vois, moi, personnellement, c'est beaucoup de l'embarras. On voit clairement que Andrew, il a pas le goût de faire ça. Il n'a pas le goût. Et il le fait quand même. Il le fait quand même, mais pourquoi? Il le fait pour, dirait-il, pour leur faire plaisir, pour ne pas les choquer, pour respecter leurs coutumes. C'est la forme suprême de supériorité morale. C'est celle par laquelle le colonisateur se plie aux usages locaux. Bien sûr qu'on peut y voir des tas de niveaux de lecture, mais au niveau qui nous intéresse, c'est une manière pour les Britanniques de rappeler, par le biais du multiculturalisme, qu'ils sont en mesure de civiliser la planète tout en la tolérant dans l'état où ils la prennent.
De là à faire un lien avec cette image, il n'y a qu'un pas. Sans donner dans le cynisme, Justin Trudeau est bel et bien l'héritier de la philosophie de l'Empire britannique. Il s'habille en Indien en Inde pour, dirait-il, marquer son respect, sa curiosité, son intérêt authentique, dirait-il, pour la culture indienne. Et en ce sens, il est le fer représentant du multiculturalisme d'abord célébré dans l'Empire britannique. D'ailleurs, c'est écrit dans le Bill of Rights de 1689, le souverain prend sous sa sauvegarde chacun de ses sujets. Il doit y avoir dans le lien entre le roi ou la reine d'Angleterre un rapport de tolérance, d'amabilité et d'une forme de complaisance envers ses sujets avec qui il a un pacte d'amour. C'est bien sûr une façon de célébrer la supériorité morale des valeurs britanniques de tolérance. On pourra bien sûr me rétorquer que le monde a bien changé depuis 1867 et même depuis 1867 et que le multiculturalisme se présente de manière bien différente, notamment depuis qu'il est une des lois fondatrices de la Constitution canadienne depuis 1982. Mais la réalité demeure la même, c'est que le multiculturalisme impérial procède d'une scission entre le contrôle économique et social et la vie culturelle, de sorte que le peuple, dans sa culture, notamment dans son identité nationale, se trouve privé des outils essentiels à son épanouissement économique et social. La réalité, en somme, n'a pas beaucoup changé. On va voir qu'elle va évoluer et devoir s'adapter, notamment aux nouveaux courants actuels, mais la réalité, c'est que les racines du multiculturalisme ou de l'État post-national qu'on nous vante aujourd'hui au Canada sont bel et bien d'origine impériale. À l'autre bout du spectre, une autre tendance va naître à la même époque, c'est bien sûr le républicanisme. Bon, derrière ce concept complexe et étrange, se cache une réalité très simple. C'est que le peuple est souverain. Ce doit être le peuple. Et lui seul, qui doit pouvoir décider non seulement de ses institutions, mais aussi décider du choix de ses dirigeants et de ses valeurs. Traditionnellement, dans les sociétés occidentales, le principe de droit divin ou le droit héréditaire préside au choix des dirigeants. Tant dans les gouvernements civils que religieux d'ailleurs, on s'est habitué au principe que seuls les individus éclairés faisant partie de l'élite sont en mesure de dire ce qui est bon pour le peuple. D'ailleurs, le peuple entendu comme sujet du roi et non pas comme citoyen. Les sujets du roi ne sont pas invités à s'exprimer. Et cette notion-là a fait en sorte qu'on a pu développer une vision impériale selon laquelle on distingue les mauvais gouvernements, ceux qui ont des mauvais rois, des bons gouvernements, ceux qui ont des bons rois. En somme, ceux qui sont des souverains généreux et compatissants, mais nullement des souverains à l'écoute ou soumis à leur sujet. La réalité, donc, c'est une longue lutte séculaire dont vous connaissez les principaux épisodes, qui va voir s'affronter, en gros, durant la période révolutionnaire, une noblesse gardienne des privilèges historiques et un peuple qui croit tout à fait légitime qu'il puisse lui-même présider à ses propres affaires. Cette lutte va se dérouler sur divers théâtres, tant en Amérique autour de la Révolution française que aux États-Unis, en Amérique du Nord, et elle va mener, dans bon nombre de cas, à des révolutions qui vont mettre à bas les couronnes. Le principe de république, c'est bel et bien tout simplement celui selon lequel le peuple est la source de toute souveraineté. Sans plus, donc il est le chef de l'État qui nomme simplement des représentants. On va retrouver cette flagrance-là au Bas-Canada, autour du Parti patriote, qui va très très tôt se doter de l'imaginaire républicain. Il y a même des bonnets phrygiens dans la foule de ce tableau représentant une assemblée patriote en 1837, où Louis-Joseph Papineau déclare sans ambages: « Le peuple est la seule source du droit et de souveraineté. Les rois et les reines n'ont rien à faire sur ce continent. Tôt ou tard, toute l'Amérique devra être une république. » Donc, réglons d'entrée de jeu ce principe. Les patriotes étaient républicains. Aujourd'hui, on est confondu par la lutte pour le gouvernement responsable, etc. Mais dans les faits, c'est bel et bien parce que les patriotes ont finalement perdu que nous ne sommes pas en république. Parce que c'était au cœur de leurs revendications. Cela ne fait pas de doute. Pour Papineau, le peuple est la seule source du droit. C'est la tyrannie de la majorité. D'ailleurs, il l'emploie à plusieurs occasions. La première fidélité va à la patrie, à la Constitution, et l'égalité absolue de tous devant la loi. C'est le principe de neutralité qu'il va étendre même à l'époque
au principe de religion, par exemple, plaçant toutes les religions sur un pied d'égalité autour d'un État laïque. En somme, la métaphore qu'on peut réemployer, c'est celle d'une ceinture fléchée où chaque individu demeure distinct avec sa couleur, son identité, mais très, très intimement tissé à l'intérieur de la fibre socio-économique. C'est-à-dire que les individus sont solidaires de l'ensemble et pas simplement des communautés qui viennent peupler l'espace politique. Elles sont littéralement liées par un contrat social d'une manière très intime. L'artiste Simon Baudry l'a parfaitement montré avec la métaphore de la ceinture fléchée. Si vous regardez de près, cette œuvre remarquable nous montre des mains soudées et liées par elles autour d'un contrat social, ce qu'on appellerait un moment républicain, un moment qui peut être une déclaration d'indépendance ou un serment sacré, autour duquel, quelles que soient nos opinions, la couleur de la peau, même notre langue ou notre culture, autour duquel, dis-je, on se retrouve liés, soudés et engagés. Alors donc, l'acte constitutionnel, les institutions dont héritent les patriotes, entretiennent un principe de dualité entre un principe monarchique, bien sûr, un gouverneur qui maintient un conseil, qui contrôle l'administration et la vie économique et qui nomme les membres des conseils législatifs. À l'autre côté, le peuple n'élit que des députés qui peuvent voter le budget et qui forment ce qu'on appelle le Parlement. Alors, cette dualité, d'ailleurs, qui se retrouve encore aujourd'hui dans les institutions canadiennes et québécoises, pensons au rôle de la reine, du gouverneur général, etc., était combattue par les patriotes qui souhaitaient, en somme, accroître le principe démocratique et qui mettent fin au conflit qui opposait les représentants du peuple avec, bien sûr, les gens nommés par Londres. Si cette dualité pouvait faire l'affaire des Britanniques, elle ne faisait pas l'affaire de républicains comme les patriotes qui proposent en somme d'élever le principe d'élection. Ce qu'on a appelé les 92 résolutions, qui paraissent très complexes, peuvent se résumer en somme à une seule, c'est-à-dire à accroître le principe d'élection. Plutôt que de nommer les membres d'un Sénat, élisons-les. Et plutôt que de simplement acheminer des projets de loi à un Sénat, faisons-les voter immédiatement. Pour Papineau, le seul moyen possible de donner à cette Constitution la respectabilité qu'elle devrait avoir est de généraliser le principe d'élection. Donc, c'est quand même une révolution que souhaitent les patriotes, une révolution démocratique et citoyenne, mais qui fonctionne, comme vous le voyez, par le principe d'élection, c'est-à-dire de délégation de pouvoir. À terme, ses adversaires lui disent « Oui, mais tu vas quand même affronter le gouvernement britannique, là, que ce soit maintenant entre le gouverneur et l'Assemblée. » À cela, les patriotes vont riposter qu'ils comptent faire comme les États-Unis, se doter en somme d'un parlement bicéphale avec un Sénat de sénateurs et une Chambre des représentants, et qui vont finalement, ultimement, élire le gouverneur ou ce qui pourrait même devenir un président d'une république indépendante qui nommerait ses secrétaires d'État, son administration et qui mettrait fin à la présence de la Grande-Bretagne sur le continent. Comprenons-nous bien. À la question, les patriotes étaient-ils indépendantistes? Oui, bien sûr, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de souveraineté, c'est d'abord et avant tout, il me semble, afin de préserver l'élément culturel français et notre identité distincte en Amérique du Nord. C'est pour se doter ensemble des outils collectifs pour mieux protéger notre identité. En 1837, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord conquérir des droits politiques, d'abord conquérir la démocratie, la liberté d'expression, et par voie de conséquence, ça aurait mené la colonie à devenir un pays indépendant. L'indépendance n'est pas une fin à l'époque, c'est un moyen d'étendre le plus largement possible le principe de représentation populaire et de république. La vraie question à se poser, c'est comment les patriotes pouvaient-ils rendre compatible le principe de liberté, c'est-à-dire de démocratie absolue, laissant le choix à chaque individu de décider de ses gouvernants, et en même temps, la protection et la promotion d'une culture et une langue française. En somme, comment d'un côté assurer le principe de liberté et le principe de nationalité. Voyons comment Papineau lui-même y répond. D'une part, nous travaillerons sans peur et sans reproche, comme dans le passé, à assurer à tout le peuple, sans distinction, les mêmes droits, une justice égale et une liberté commune. En somme, que vous soyez anglophone, autochtone, catholique, juif, vous bénéficierez toujours des mêmes droits et ce sera le devoir de vos gouvernants d'assurer la préservation de vos droits individuels. En revanche, la langue et la culture sont la propriété sacrée du peuple et doivent par conséquent être défendues avec ferveur par ses dirigeants.
En somme, Papineau rend compatible la lutte de la liberté et celle de la nationalité en reposant sur le principe de majorité. Nous devons défendre le peuple, et en particulier la majorité du peuple. Or, un attribut essentiel de la majorité, c'est bien sûr le droit à la liberté, au confort, à la dignité, mais aussi à l'usage de sa langue et de ses coutumes. En ce sens, promouvoir la langue et la culture de la majorité devient un objectif sacré de ses gouvernants. C'est possible dans une société bas-canadienne des patriotes où les francophones catholiques représentent plus de 85% de la population. C'est beaucoup plus difficile quand l'occupant britannique va réussir à en faire une minorité représentant aujourd'hui moins de 22% de la population canadienne. L'apogée du républicanisme survient en 1838, alors que solennellement on déclare l'indépendance du Bas-Canada, qu'on se déclare république et qu'on émet des principes aussi fondamentaux que la liberté d'expression, de culte, la liberté aussi de choisir ses dirigeants, de renverser le gouvernement s'il ne remplit plus ses fins. En somme, le républicanisme va briller d'un éclat sans pareil à l'époque des patriotes, mais les patriotes vont perdre. Ils sont battus lors de diverses batailles, réprimés, enfermés, encagés, exilés. Une des erreurs qu'on commet souvent, c'est que ultimement ils vont gagner. Non, ils vont bel et bien perdre et leur programme ne sera jamais appliqué. Alors c'est, outre le caractère désolant que ça peut revêtir, ça a surtout la conséquence que l'Empire, excusez l'expression, va pouvoir contre-attaquer. Et on devrait relire Durham, et notamment en ce qui concerne les suites qu'il compte donner à cette fameuse rébellion des patriotes. Parce que son désir est plein de mansuétude. Il y a une délicatesse multiculturelle dans ce qu'il dit. Lorsqu'il propose que c'est pour les tirer de leur infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère anglais. Il ne le souhaite pas, il n'y croit même pas peut-être digne. Sauf que ils ne sont pas dénués individuellement de valeur, alors pourquoi pas leur permettre de profiter d'une société plus avancée, plus ouverte sur le monde. D'ailleurs, il le désire pour davantage des jeunes instruits, les finissants de cégep université aujourd'hui, dirait-il, que la différence de langage et des usages sépare du vaste empire auquel ils appartiennent. Pourquoi sont-ils confinés au Québec? Pourquoi sont-ils confinés à l'usage du français? Et il va être encore plus prophétique. On dit souvent que Durham a perdu. Voyons donc, c'est bien mal le lire. Parce que lorsqu'on considère les suites à donner, il considère que l'assimilation n'est pas obligatoire et qu'elle n'est peut-être même pas irrémédiable, sauf qu'il y aura un prix à payer. Et regardez bien ce qu'il propose, que je désire plus encore l'assimilation pour l'avantage des classes inférieures. S'ils essaient d'améliorer leurs conditions en rayonnant aux alentours, ces gens se trouveront nécessairement de plus en plus mêlés à une population anglaise. S'ils préfèrent demeurer sur place, la plupart devront servir d'hommes de peine aux industriels anglais. Eh bien, relisez bien cela. C'est exactement ce qui va se produire dans l'histoire du Québec dans le siècle suivant le rapport de Durham, au moins au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On aura la moitié du Québec qui va aller se faire assimiler en Nouvelle-Angleterre et dans l'Ouest, tandis que l'autre moitié va demeurer prolétarisée et exploitée en son pays. Non, nous n'avons pas été assimilés, mais nous en avons payé le prix dicté par Durham. Or, Durham a-t-il si tant perdu que ça? Si on y regarde de plus près, quel était son objectif? Pas vraiment en faire des anglophones, des bonnes personnes qui vont boire leur tasse de thé. Il n'en avait rien à cirer. Ce qui intéresse Durham, c'est de rompre l'élément national, que ce peuple cesse d'agir comme peuple et qu'il cesse en somme d'être un poids prépondérant au cœur de l'Amérique britannique. Comment y parvenir? D'abord en rompant sa dynamique nationale, incarnée par sa langue française. Et afin qu'en somme, que ce soit de plus en plus considéré comme un handicap que de parler français. Je mets cette image-là à la blague qu'un étudiant m'a déjà envoyée, où Office de la langue française côtoie l'Office des personnes handicapées. C'est ainsi que l'envisageait Durham. Mais son objectif ultime, ce n'est pas vraiment de tirer les Québécois de leur infériorité, dirait-il, mais plutôt de considérer que tout le mal vient que ce peuple reste attaché à des coutumes et soudé à un chef, on pense à Papineau, et à un parti, on pense aux Patriotes, qu'ils suivent aveuglément. La solution doit consister à briser cette unité, de sorte qu'ils se divisent, comme les anciens sujets, c'est-à-dire les Britanniques, selon des partis et des intérêts, et en incitant une partie des élites à participer au système colonial. Tout est là. Alors, s'il aura proposé l'assimilation comme moyen d'y parvenir,
À terme, il aura parfaitement réussi à rompre l'unité du peuple québécois entre, par exemple, des bleus et des rouges, des libéraux et des conservateurs, on dirait aujourd'hui la gauche et la droite. Désormais, ce peuple a perdu sa dynamique, il agit désormais comme une société folklorique, c'est-à-dire qui demeure asservie aux intérêts économiques de l'Empire, mais qui conserve sa culture à titre folklorique sans que cette culture et cette nation puissent être un élément dynamique permettant l'épanouissement et l'émancipation. Depuis Durham, d'ailleurs, on aura distingué deux grands groupes qui se côtoient dans la société québécoise, un autour de Louis-Hippolyte Lafontaine, l'autre autour de Louis-Joseph Papineau, l'un incarnant la collaboration avec l'Empire, l'autre incarnant la résistance. Tous les deux unis en 1837 autour du principe l'un de liberté, l'autre de nationalité. Depuis le rapport Durham, et il aura réussi sur ce plan, à diviser durablement la nation québécoise entre ceux qui acceptent la collaboration et ceux qui tentent de manière dérisoire de résister, mais sans plus jamais pouvoir mettre la main sur une majorité de leurs compatriotes. On retrouve dans une colonne des gens comme Wilfrid Laurier, Athanas David, Pierre Trudeau, Jean Chrétien, Stéphane Dion, Justin Trudeau, dont, je le rappelle, des individus qui sont parfaitement légitimes, qui sont à leur manière aussi des héritiers de Papineau, mais qui ont choisi le camp de la collaboration. Et aujourd'hui, on dirait, on les démonise. À l'autre côté, des Louis-Joseph Papineau, Henri Bourassa, Lionel Groulx, Maurice Duplessis, Daniel Johnson, Lucien Bouchard ou François Legault incarnent l'autre partie du spectre, le spectre plus conservateur, plus attaché aux coutumes et aux usages. Alors, si les collaborateurs accusent les résistants d'être des arriérés, fermés sur eux, les résistants accusent de leur côté les collaborateurs d'être des traîtres, des vendus. Décidément, depuis ce temps, le peuple canadien-français, comme on le sait, est divisé sur sa finalité et à terme, on pourra dire que c'est une revanche de Durham. Alors, en conclusion, ces propos peuvent paraître bien sombres, mais comme vous le prouvez, les citoyens ont toujours le ressort, la capacité de réagir et à juguler le poids de l'histoire, à condition de bien la comprendre et de pouvoir la surmonter. Je me permettrai, en somme, de rappeler que nous semblons bel et bien en marche vers la mise en place d'un État post-national et qu'à moins d'un renversement de l'histoire, il semble que les tenants du principe de nationalité auront fort à faire dans les prochaines années pour en faire un outil, l'outil qu'il était au 19e siècle, c'est-à-dire un outil d'émancipation collective. Nous sommes donc en face d'un modèle impérial. Nous vivons sous le despotisme du taux de croissance, du rendement des actions, du profit des grandes multinationales qui imposent au peuple leur volonté et leurs intérêts. En somme, qui le forcent à se soumettre aux intérêts économiques de l'Empire, mais qui maintiennent, sous le biais du multiculturalisme, le principe de société culturelle, de langue, de tradition, comme si cela formait une compensation pour la perte d'autonomie sur son destin collectif. On a posé un modèle républicain qui a du poids dans l'aile. Au fait, même si aujourd'hui une majorité de pays dans le monde qui se disent républiques, combien d'entre elles imposent l'égalité de tous et la tyrannie de la majorité, c'est à voir. On voit les tensions qui traversent notamment les sociétés françaises près de nous et des États-Unis sur ce modèle-là. On l'a tenté au Québec, mais il semble clairement qu'à l'époque des Patriotes, le Québec ait échappé son moment républicain. C'est-à-dire, il a laissé passer l'occasion historique de fondre son unité autour de grands principes qui auraient fondu son identité commune au-delà de ses différences culturelles. On assisterait donc au triomphe ultime de l'ordre Durham, c'est-à-dire à la globalisation des marchés, encouragée par les grands intérêts économiques, mais où le peuple se trouve dépossédé de sa cohésion politique et ne semble plus pouvoir agir de concert, enfermé qu'il est dans son identité culturelle, de genre, d'espèce, comme on voudra. Vous voyez de quoi il retourne. Alors voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de belles assises à Notre-Dame du Bon Conseil. Alors je me permettrai à ce moment-ci de céder l'antenne, de vous rendre à vos délibérés, qu'ils soient féconds, efficaces, profitables, et que vous donniez aux citoyens du Québec des moyens supplémentaires de croire que la démocratie est possible et qu'il est possible de se réapproprier notre État, notre société. Je suis à votre disposition pour des questions, des commentaires. Il me fera plaisir dans quelques instants de me joindre à vous pour une discussion si vous le souhaitez.
Merci, au revoir.